Bonjour. Bonjour Sam. Alors comment ça va depuis la semaine dernière? Ça va pas mal. On va parler de quoi cette semaine? On va parler de la société Velcro. Est-ce que ce nom évoque quelque chose pour vous? Le Velcro, pour moi c'est un truc qui se colle, enfin je veux dire qu'on a... Un système d'accroche donc. Voilà, c'est ça quoi. Alors, comme un couvre sur Michel éclair en gros, mais... Exactement. Alors est-ce que pour vous ces systèmes d'accroche sont des marques? Bah écoutez, j'étais tenté de dire non, mais après que j'ai su que Kleenex ou Frigidaire ou choses comme ça étaient déjà des marques, et maintenant je me méfie de vous maintenant. Alors on éclaircir tout ça, donc en fait Frigidaire n'est plus une marque, et Velcro, oui, par contre. Fermeture éclair aussi, apparemment. Ça ne l'est plus. Non, ça ne l'est plus non plus. C'était une marque au départ. Exactement. Toutes ces marques, à l'origine, étaient protégées et en fait sont rentrées dans le langage commun parce qu'il n'y avait pas de mots pour définir ces systèmes et donc du coup sont devenus des éléments du langage courant. Ce qui n'est pas le cas de Velcro. Ce que la société a bien entendu souhaité défendre. Et lorsqu'elle a détecté un nom de domaine velcro.biz, elle a forcément sorti les dents. Et c'est une marque française, ça ou... Non, c'est une société américaine qui est très connue, qui dispose de nombreuses agences et filiales partout dans le monde, qui utilise sa marque partout dans le monde aussi, et qui est très connue, principalement des industriels, mais aussi des consommateurs, puisque vous connaissiez quand même ce terme-là, même si vous ne saviez plus que c'était une marque. La société Velcro a souhaité agir contre son nom de domaine et a envoyé une lettre de mise en demeure pour obtenir le transfert de ce nom de domaine, sachant en plus qu'elle a relevé que le contact administratif de ce nom de domaine occupait un poste important dans une société concurrente, ce qui l'a encore plus conforté dans sa volonté de récupérer le nom de domaine. Donc il n'y a pas eu de réponse à cette lettre de mise en demeure et elle a été contrainte, comme on l'a vu déjà depuis plusieurs semaines, de déposer une plainte devant l'OMPI. Alors elle voulait bien entendu obtenir le transfert de ce nom de domaine et pour cela ses arguments sont les suivants. Elle oppose bien entendu ses 370 marques et variantes déposées dans le monde entier, le fait que sa marque soit notoire, puisqu'on a bien vu qu'avec vous ça fonctionnait, sans problème. Qu'elle était un licencié autorisé et apte à agir dans cette affaire, et que la marque était reprise à l'identique dans le nom de domaine, qui je le rappelle est velcro.biz, donc ça ne fait aucun doute a priori. Alors, elle expose également que la partie adverse n'a aucun intérêt légitime, parce que ce n'est pas un agent, ce n'est pas une filiale. Elle n'a pas non plus été autorisée par elle-même ou par l'une de ses filiales, donc directement ou indirectement. Et on voit que ce nom de domaine aboutit à une page qui comporte des liens commerciaux. Donc on suppose, comme d'habitude, qu'il y a un intérêt financier derrière, et c'est très gênant pour cette société. Elle retient également l'argument de la mauvaise foi, bien entendu, qu'il faut démontrer dans le cadre de ces procédures. Et elle expose que sa marque était bien connue, qu'en plus le contact administratif occupait un poste important chez un concurrent, donc il ne pouvait bien entendu pas ignorer que cette marque était protégée, et en plus du fait de cette notoriété, on peut clairement établir qu'il y avait une intention frauduleuse derrière. Alors en plus, ce qu'elle relève, c'est que le contact administratif indiquait donc un nom, mais l'adresse de ce contact administratif était erronée, ce qui est un élément aussi qui vient s'ajouter. Est-ce qu'il est erroné l'adresse de son... L'adresse du contact administratif, oui exactement. Donc c'est une adresse qui permet aux tiers d'envoyer des lettres de réclamation, etc. Qui a un moyen de rentrer en contact avec le titulaire du nom de domaine. Dans la mesure où c'était erroné, ça n'a pas été facile pour elle de se faire connaître ses droits et d'envoyer une lettre de mise en demeure. Donc c'est un élément qui vient s'ajouter au faisceau d'indices qui permet d'établir la mauvaise foi. Alors vous avez dit tout à l'heure que ils se sont aperçus qu'un des contacts justement sur le Wiz était leur concurrent. En tout cas, une personne qui avait un poste important. Exactement. Alors imaginons par exemple, parce que j'en parle, parce que moi aussi je me suis un peu documenté de mon côté, mais imaginons qu'une personne mette un contact par exemple, au sein même de cette même société, au nom de la société, à l'adresse de cette même société. Vous entendez Velcro par exemple, voilà, imaginez, moi j'enregistre velcro.biz et je mets toutes les informations correspondant à la société mère. Et celui qui va surveiller, il va simplement se rendre compte que
velcro.biz a été enregistré au nom de sa propre société. Chose qui n'est pas vraie, puisque dans les apparences, cela est la réalité, mais moi derrière, c'est moi qui ai ça. S'il y avait eu ça, est-ce que ces sociétés auraient pu aussi avoir cette réaction-là? Moi, j'en parle en connaissance de cause, puisque je vois des cas concrets qui se posent par rapport à domaine.fr, en l'occurrence, où certaines personnes ont des affaires ou des nombres qui ont été utilisés, bien sûr, d'abord enregistrés et utilisés, à leur insu, alors que les informations sont bien marquées comme étant, on va dire, comme propriétaires, comme étant eux les propriétaires. Donc là, dans ce cas-là, si par exemple le propriétaire avait utilisé les informations du propriétaire, de la filière légitime, il n'y aurait pas pu y avoir, en tout cas, une plus grande difficulté à déceler, en fait. Et là, comment on fait dans ce cas? Je ne sais pas si c'est une très bonne idée de parler de ce genre de choses et de donner des idées mal famées aux gens qui agissent de manière frauduleuse. Mais c'est vrai que la société, elle devrait... Mais c'est dangereux. Dans ce cas-là, en fait, logiquement, la société qui voit qu'un de ses noms a été réservé à son nom, mais par quelqu'un d'autre, devrait, si elle est organisée au niveau de la gestion de ses noms de domaine, se rendre compte qu'il y a quelque chose de pas normal. À ce moment-là, elle devrait contacter le registrar pour voir qui a fait cette réservation, etc., avoir plus d'informations. Et je pense qu'en tant que propriétaire de la marque, peut-être voir directement avec le registrar ou, je pense pas porter plainte, mais peut-être aller devant les tribunaux pour prouver que c'est elle qui devrait être vraiment propriétaire et gestionnaire du nom et qu'il y a eu fraude derrière tout ça. De toute façon, si je l'ai évoqué, c'est parce que des solutions existent Heureusement. Et que nous les avons déjà appliquées, mais c'était simplement pour dire que ce problème-là existait, notamment pour les personnes qui ont des registrars qui ne connaissent pas l'existence de ce genre de pratiques et qui n'ont pas des outils souvent pour pouvoir, en fait, on va dire, les déjouer. Bien sûr. C'est surtout ça. Très bien. Donc, une fois n'est pas coutume, le défendeur a tenté de se défendre et en répondant, et il a invoqué, la question s'est posée tout à l'heure, la dégénérescence de la marque Velcro. Alors, ça s'appelle comme ça en fait. Voilà, exactement. C'est un point relativement intéressant puisque tout le monde ne sait pas forcément, même s'ils connaissent le terme, que c'est protégé par une marque. La décision de l'OMPI est la suivante, elle est favorable et elle admet le transfert, elle prononce le transfert du nom de domaine au profit de la société Velcro. Ce qui est quand même bien pour la société Velcro, entre parenthèses, s'agissant d'un point biz, donc un top level, avec disons une connaissance du public assez large. C'est pas une extension exotique avec un préjudice plus limité, on va dire. Alors, elle retient évidemment tous les arguments de marque antérieure, marque notoire, titulaire non autorisé, etc., etc. Et en fait, le point intéressant qu'on voulait retenir dans cette décision, c'était la dégénérescence du nom de domaine, velcro.biz, par l'intermédiaire de la marque. En fait, l'OMPI prend en compte les preuves du demandeur en ce qui concerne la dégénérescence de sa marque. En effet, il a expliqué qu'il utilisait toujours sa marque avec le petit symbole R, ce qu'on conseille régulièrement de faire effectivement. Oui, exactement, ça veut dire, et c'est un petit R dans un cercle qui permet de signaler au tiers qu'on a des droits sur telle dénomination. Par ailleurs, il utilisait sa marque Velcro toujours associée à une description du système, donc Velcro système d'accroche. Donc pour bien montrer que Velcro était la marque, système d'accroche, le terme permettant de désigner ce système. Et également qu'il agissait régulièrement contre des tiers qui cherchaient à s'approprier son droit par des noms de domaine et des marques, etc. Alors l'OMPI expose tout ça effectivement, mais précise qu'il n'a pas à se prononcer sur la dégénérescence ou non de la marque. Là, il a retenu les preuves parce qu'elles étaient effectivement à la faveur de la société Velcro, ok, mais il précise bien que c'est au juge national de se prononcer sur la validité ou la dégénérescence d'une marque. Ce qui est quand même important en fait parce que la dégénérescence dépend de la connaissance qu'en a le public, de l'utilisation qui est faite dans chaque pays. Or, comment l'OMPI pourrait se prononcer sur la validité et la dégénérescence d'une marque dans le monde entier finalement?
surtout, un pays est un organisme, on va dire, d'arbitrage, et non pas, on va dire, un lien direct avec la législation d'un pays. Exactement. Et bien, sans compter que les critères sont différents d'un pays à l'autre, etc. Voilà. Donc ce sont les tribunaux qui sont compétents pour traiter de ce genre de questions, sinon on n'ira nulle part. D'où, éventuellement, suite à une décision qui ne conviendrait pas, par exemple, à une des parties, elle pourrait ensuite se retourner vers les tribunaux de son pays pour pouvoir également essayer de gagner. Tout à fait. En tout cas, ce qui est important quand même, ce qui a facilité aussi la décision, c'est le fait d'utiliser toujours un petit R, de faire bien attention. Quand on a une marque, on sent que le public commence à l'utiliser. Bon, c'est vrai, à titre personnel, je dis souvent labello et non pas baume à lèvres. Mais on va pas se mettre derrière chaque tiers pour savoir si, pour l'interdire d'utiliser cette marque à titre générique, un titre de terme générique, mais c'est en fait au titulaire de la marque de sentir ce genre de fait et de prendre vraiment soin d'attaquer systématiquement ce genre d'utilisation, de faire apparaître dans le dictionnaire effectivement un petit R, etc. Une fois de vigilance sur ce point-là en fait. Sinon, chacun pourrait imprimer dans ses propres brochures, mon système, elle s'accroche avec du velcro par exemple, donc là, à ce moment-là, elle sera en tort. Exactement. Et il faut veiller à ce genre d'utilisation et agir systématiquement. Parfait. Et donc, en l'occurrence, le nom de domaine a bien été transféré, velcro.biz et sain et sauf. Alors, le dernier point qu'on pourrait quand même signaler à nos auditeurs, c'est qu'il ne faut pas négliger les principales extensions. Donc, ok, dans un premier temps, on n'a peut-être pas besoin du .com, .net, .info, .biz, etc. Mais ça facilite quand même de tout réserver d'un coup, avec un coût de réservation qui est franchement minime, plutôt que d'engager des frais, du temps, etc. dans des procédures telles que celle-ci. C'est vrai pour les extensions génériques. Bien sûr, on ne va pas réserver tous les noms de domaine dans tous les pays, on s'en sortirait plus. Mais pour les noms génériques, c'est bien. De toute façon, il faut toujours trouver, je pense, bon conseil auprès soit de son cabinet de juriste ou de son registraire, lorsqu'elle peut le permettre. C'est de dire, voilà mon activité, voilà ce que je compte faire. Qu'est-ce que vous en pensez, où je vais? Parce que c'est vrai que le budget pourrait être facilement multiplié par 10 ou 20 vu le nombre d'extensions qui existent. Et surtout certaines difficultés pour pouvoir enregistrer dans certains pays. Donc effectivement, il faut toujours prendre conseil avant. Ça, oui, il y a des intérêts stratégiques à définir, ça c'est sûr, mais bon, d'une manière générale, les extensions en tant que level bénéficient d'une exposition. Voilà, l'exposition. De toute façon, c'est une évidence. À partir du moment où on veut promouvoir une marque, on veut commencer à rentrer dans le net, c'est clair que les premiers termes sur lesquels on essaie, les premières extensions sur lesquelles on va, c'est sur les GTLD génériques, et ensuite éventuellement les STLD spécialisés comme le point de vie par exemple, etc. Et au final, on va chercher à aller autour de l'Europe, etc. Donc c'est vrai qu'il y a quand même, mais c'est tout à fait dans ce sens-là que cette société velcro américaine en plus aurait dû penser au point biz. Voilà. Bon, parfait. Merci. Merci. À la semaine prochaine. Merci.